Salut, moi c'est Cindy, je suis calorifugeuse. Moi, c'est Max, opérateur de machinerie lourde. Suite à la saison 1, on a tellement eu un gros succès et à la demande de nos membres, on a décidé de faire une deuxième saison. On revient avec des sujets différents qui ont été soulevés dans les commentaires. Donc, encore cette saison, un podcast fait par les travailleurs, pour les travailleurs. Bienvenue à la saison 2 de Discussion de roulotte. Hey, salut Cindy. Salut Max. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super aussi. Hey, la dernière fois qu'on a eu les gars avec nous autres, Ouais. on a parlé c'était quoi la R20. Exact. Ils ont expliqué un peu c'est quoi. Ouais. Mais on entend parler un peu plus parce qu'il y a des changements. Plusieurs modifications qui ont été faites. Ouais, fait que je pense qu'on pourrait aller voir ça avec eux On autres. va rentrer un peu plus en détail. Exact. On les présente? Ouais. Allez-y. Bienvenue les gars. Salut. Salut. Je vous laisse vous présenter. Salut, moi c'est Francis Fortier, je suis conseiller syndical à la recherche à CSD. Parfait. Merci. Bienvenue. Jules Lagu, coordonnateur national à la CSD Construction. Ben merci d'être là pour un deuxième épisode. Yes. Donc, je pense qu'on va rentrer un peu plus en détail dans les points. Ouais, exactement. Avant ça, pour les gens qui n'ont peut-être pas écouté Le premier épisode, c'est sûr qu'on l'encourage à aller l'écouter. Ouais. Mais c'est quoi la R20? Vite, Un petit grosso survol, modo. là, Là. vite. Ben, la R20, c'est la loi qui régit l'industrie de la construction, qui va régir les relations de travail, qui va régir aussi la formation professionnelle, mais également la gestion de la main-d'œuvre de toute l'industrie de la construction. OK, super. Fait que c'est vraiment... Ça englobe tout ce qui est de l'industrie de la construction pour ce qui est de nos lois, je veux dire. Exactement. Super. Ben ça, on entend un peu plus parler depuis un bout parce qu'il y a eu des modifications à cette loi-là. Et on se demandait, parce qu'il y a des points qui reviennent un peu plus souvent que d'autres, Ouais. comme, exemple, la rétro. C'est-tu quelque chose qui a changé dans cette modification de loi-là? Écoute, le vrai terme présentement, ce qu'il appelle, c'est la modernisation de la loi. C'est des OK. nouveaux termes, je ne sais pas si c'est plus populaire. Puis la rétroactivité, écoute, c'est-tu un pas en avant, je pense. C'est pas grand-chose en avant. Là. On va avoir dans les prochaines négociations le droit de la négocier. Partout ailleurs, c'est comme un automatisme. Nous, encore là, la construction nous traite toujours un petit peu différemment. On essaye de se faire avoir les mêmes conditions que les autres, mais les rétroactivités, on va avoir le droit de la négocier. C'est pas un automatisme. Là. OK. Oui, c'est ça. C'est ce qui arrivait avant la modification de la loi R20 qui va rentrer en vigueur graduellement, là, dépendamment des différents articles. Là, mais si on parle des articles qui touchent directement à la rétroactivité, ce qu'il faut savoir, la rétroactivité, c'est rétroactivité à la fois salariale, mais aussi des avantages sociaux. Donc, OK. OK. ça, c'est englobe les complètement deux points. nouveau dans l'industrie de la construction. Donc, quand il va y avoir les négociations, pas la prochaine convention collective de 2025, ça va être simplement à l'autre d'après. Il va y avoir possibilité de la négocier. OK. OK. Fait que déjà là, à la prochaine qui s'en vient, c'est sûr qu'il n'y a pas rien à faire avec ça. Non, c'est comme c'était. OK? Ah, OK. Il n'y a rien qui va bouger là-dessus, même si la loi a été modifiée. Dépendamment des règlements ou des modifications, ça va arriver dans les 4 prochaines années, là, dépendamment des différents aspects qu'on va toucher. Même dans les discussions, tu soulignais qu'il y avait différents aspects qui étaient modifiés. Donc, il y en a qui rentrent en vigueur tout de suite, puis d'autres qui vont rentrer en vigueur juste en 2029, la prochaine négociation. C'est le cas de la rétro. Puis c'est quoi la raison de ça? Y a-t-il une raison spécifique du pourquoi que ça ne sera pas pour les prochaines... Ça, c'est l'autre chose. On change des choses, mais on n'a pas vraiment de réponse claire et nette. Là, c'est pourquoi qu'il y en a qui s'appliquent là, puis d'autres qui s'appliquent plus tard, mais on n'a pas ces détails-là. C'est OK. des choses qu'on, justement, oui, Vous on n'avez aimerait pas un avoir, contrôle mais là-dessus. on n'a pas le contrôle. Puis c'est des choses qu'on aimerait savoir. Le pourquoi que dans la prochaine, mais pas là, pourquoi retarder ça là, d'un nombre d'années comme ça, X? OK. Puis la rétro, justement, n'est pas comme les autres milieux de travail où ce que quand ils tombent en négociation, si ça s'entend 3 mois plus tard, c'est sûr, certain, tu es payé rétroactivement. Nous autres, ça se négocie, ça aussi. Bien, ça va se négocier dans les autres milieux de travail aussi. Ce qui arrive encore pour la prochaine, c'est que dans la loi R20, ils disent, puisque ça l'encadre, il y a certains éléments qui inscrits noir sur blanc dans la R20, vous n'avez pas le droit de négocier ça. Et là, c'était écrit, vous n'avez pas le droit de négocier de rétro, ni salarial, ni sur les avantages sociaux. Ce qu'ils ont fait avec la modification, ils l'ont juste enlevé. Fait que maintenant, on a le droit de le négocier. Puis là, tout va se jouer à la table de négociation en 2029. OK. C'est quelque chose d'important pour les gens de l'industrie parce que
Écoute, si on est 6 mois, là, si on ne pense pas que c'est ça qui va arriver, mais si on est 4-5 mois à négocier, étant aussi longtemps qu'on ne l'a pas négocié, ça prend 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais le salaire qu'on va s'entendre dessus au bout de 6 mois, mais toute la différence, on ne l'aura pas eu, là. Ce que tout le monde, en parenthèse, pratiquement au Québec, a. En tout cas, ils ont le droit, puis ça s'applique quasiment partout, là. Oui, puis c'est un avantage en négociation aussi, là, sans faire quelque chose nécessairement sur la négociation. S'il n'y a pas de rétro, il n'y a pas nécessairement avantage pour les patrons de signer rapidement. T'sais, ils ont même un avantage. En tout cas, dans les jeux politiques, il y a des jeux politiques qui peuvent se jouer dans sa table de négo. Là, ça en fait un de moins, mettons. OK. Super intéressant. Comprends? Oui. Donc, j'ai vu passer sur TikTok quelque chose par rapport à la mobilité, comme quoi ça serait possiblement négatif pour les régions. Je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Au-delà de ça, il faut comprendre c'est quoi quand on parle de mobilité. Ouais. On lance comme ça, puis on pense que c'est acquis. Mais non, la mobilité, c'était que un employeur qui considère qui réussit à avoir un contrat en dehors de sa région pouvait apporter, sous certaines conditions, je vais revenir aux conditions, ses travailleurs et ses travailleuses avec lui pour aller travailler en région. Avant la modification du R20, il fallait que la personne ait fait 1500 heures dans grosso modo, les 2 dernières années là, pour faire un chiffron. Là, il pouvait partir avec ses travailleurs et travailleuses, avec ses machines qui est habitué, il y a son équipe, il y a une dynamique qui est installée, puis il allait travailler en région s'il ne trouvait pas d'employés, de travailleurs, de travailleuses dans la dite région. Évidemment, on ne parle pas juste Victoriaville, Drummondville. Ça peut être dans des régions beaucoup plus loin. Puis c'est un petit peu pour ça qu'existent ces conditions-là de mobilité. Qu'est-ce qui est venu changer avec la loi R20? Bien, premièrement, ils l'ont coupé en deux. Ils ont coupé la poire en deux. On n'est plus à 1500 heures, on est à 750 heures. Là, c'est quand même assez important comme modification. Toujours dans le 2 ans? Dans le 2 ans. OK. Techniquement, c'est 24 dans les 26 mois, mais en tout cas, on va rester dans le 2 ans. C'est un petit peu plus simple à visualiser. Fait que c'est quand même pas beaucoup. Puis, tu parlais de l'impact sur les régions. Il va potentiellement en avoir une, mais ça ne sera peut-être pas demain matin. Parce que là, présentement, on est quand même... On frôle pas le plein emploi, mais disons, on est un peu en pénurie de main-d'œuvre, tout le monde travaille, tout ça. Ça va bien. Il y a beaucoup d'heures dans l'industrie de la construction, puis il risque d'en avoir dans les prochaines années. Mais ce qui est critiquable de le descendre à 750 heures, puis que le gouvernement n'a pas pris en considération dans ces modifications-là, c'est que quand ça va baisser, c'est qui va subir les conséquences de tout ça? Bien, c'est là que je te rejoins, c'est les régions. Et c'est là qu'il n'y a pas eu de buffer ou de quelque chose qui a été créé pour qu'on puisse protéger l'économie des régions et l'expertise des régions pour qu'ils puissent continuer à se développer. Ben oui. Et ils ont ajouté un deuxième élément de la mobilité qui est complètement nouveau, un nouveau statut de travailleur puis travailleuse. Je disais qu'initialement, la mobilité était associée si tu avais travaillé avec un employeur, mais là, on va pouvoir, si tu as fait 15 000 heures comme compagnon, tu vas pouvoir te déplacer avec un autre employeur dans une autre région. Donc, tu deviens un genre de travailleur ou travailleuse qui devient comme super travailleur ou beaucoup plus mobile. Puis ça, c'est une transformation qui est importante, qui n'est plus juste affiliée avec la dimension de l'employeur, mais qui est vraiment basée sur le compagnon qui a fait un nombre d'heures X. Donc, ça encore, ça va bien quand il est en plein emploi, mais éventuellement, il va falloir voir les contre-coups. Puis ça, c'est un angle mort total là, de la modification à R20 là, qui provient du projet de loi 51. Je peux te laisser peut-être avancer un peu là-dessus aussi. C'est parce que c'est les régions qui vont être beaucoup affectées. Il va y avoir une perte de compétences, une perte d'expérience. Il va y avoir une perte à peu près dans... Les régions, dans le fond, vont se vider de cette expérience-là. C'est tout le temps le monde. C'est plutôt protéger l'aspect économique aussi, ces régions-là. Là. Le travailleur, il a une carte de compétences, il est chez eux, puis des gens de l'extérieur viennent, il y a les mêmes cartes de compétences, des fois plus qu'eux autres. Fait que c'est un recul pour nous autres. Puis ça se négociait, puis tout allait bien. Encore là, tout ça s'est amené par une mauvaise planification. Puis encore là, on s'en prend aux travailleurs, aux travailleuses de l'industrie, pour arriver à nos fins, puis de moderniser ce qu'appelle la loi. C'est un drôle de mot, là. Ce qu'il y a de trop dedans. Le gros point, juste pour terminer, le gros point sur la mobilité aussi, c'est que faut toujours se rappeler que dans le temps, pour ceux qui l'avaient, que là, maintenant, ça va être at large, bien, ça avait été... Les travailleurs, les travailleuses avaient laissé des choses, là. Ça avait été négocié. Là,
on donne un avantage aux employeurs, mais les travailleurs et les travailleuses n'ont rien eu en retour. Là. Fait que c'est un... faut se rappeler qu'il y a 10-15 ans, pour avoir été chercher une clause, ces détails-là, on a eu de quoi en retour, mais là, on a eu quoi en retour, nous, du côté des travailleurs et des travailleuses? Zéro. Il n'y a rien eu. Fait que c'est ça. Quand on dit que les employeurs ont eu des gains, ça en a fait partie. Que je vois qu'on a peut-être perdu quelque chose pour les régions avec ce qui était de la mobilité, mais y a-tu, dans la modernisation de la R20, y a-tu des choses qu'on a vraiment gagné comme travailleurs? Écoute, c'est au niveau des occupations. Très belle victoire, puis d'où ça vient, certains disent que ça vient des employeurs, ça ne vient pas des employeurs, ça vient de la CSD Construction. On écoute nos membres, puis les manœuvres chez nous, les occupations, les titres occupationnels, le vrai terme, nous ont demandé, eux, écoute, ils vont faire 10 ans, 15 ans, 15 000, 20 000 heures, puis ils ont une carte d'occupation, puis c'est correct. Maintenant, avec ce qu'on a gagné pour eux, on va pouvoir avoir accès à une deuxième carte de compétences. Il y a des critères, c'est sûr, un 4 000 heures. Il faut que la personne ait fait 4 000 heures dans l'industrie, enregistrée à la CCQ, va pouvoir, avec une garantie de 150 heures, avoir une deuxième carte de compétences qui est la carte d'apprenti. D'un autre métier, sauf certains, là, que ça prend des DEP ou certaines qualifications. Mais la grosse affaire là-dedans, c'est que là, dans un autre sujet, on a parlé que là, on est à 211 millions d'heures dans l'industrie. C'est bien beau, je souhaite que ce soit comme ça pendant le prochain 30 ans, mais on n'est pas sûr de ça. On sait, la construction, souvent, puis même là, même avec toutes ces heures-là, il y a certains secteurs qui ont des baisses. Fait que le ou la manœuvre qui arrive en fin de saison, au lieu de se ramasser chez lui ou chez elle, elle n'a pas eu assez d'heures pour avoir, mettons, son chômage, mais tu as une porte de sortie. Puis il y en a aussi, on prend des exemples, je ne veux pas prendre l'exemple de certains métiers d'occupation, mais il y en a, c'est très, très dur, les occupations. Il n'y en a pas de facile, des occupations, mais il y en a qui sont plus dures que d'autres. Puis quand ça fait 10 000, 15 000 heures que tu es là-dedans, de savoir que tu vas avoir une porte de sortie à un moment donné, que tu peux aller chercher une autre carte d'apprenti, c'est important. Il y en a qui ont essayé de dénigrer cette victoire-là, mais c'est toute une victoire. Il y en a qui vont dire, vous allez perdre votre salaire, puis tout. Non. C'est un choix que tu fais. Si tu veux être manœuvre, tu vas avoir ton salaire de manœuvre. Si tu veux travailler sur ta carte d'apprenti, tu vas avoir ton salaire d'apprenti au même niveau qu'un compagnon. Un compagnon, peu importe le métier, qui s'en va chercher une deuxième carte d'apprenti d'un autre métier, quand il va travailler sur sa carte d'apprenti, va avoir le salaire d'apprenti. S'il travaille sur sa carte de compagnon, c'est pas l'employeur qui va décider de quel salaire ou quel taux de salaire qu'il va te donner. Puis si c'est ça, mais tu appelles ton syndicat, c'est pour ça qu'on est là. Je n'ai pas à commencer à penser à me sauver de la job en disant aux gens, tu vas être payé moins cher, c'est une deuxième carte. J'en connais qui ont 5 cartes de compagnon. Fait que oui, ils ont fait un bout. Puis tu sais, la perte de salaire est pour un certain temps. Je vais donner un exemple. Les opérateurs, on a une période d'apprentissage. Puis la première période d'apprentissage, le salaire est quasiment au même niveau qu'un manœuvre. Sauf qu'après 2000 heures, il vient d'augmenter son salaire de 7, 8, 9, 10 $ de l'heure. Puis on sait très bien, avec l'ouvrage qu'il y a présentement, ça se fait quasiment à l'intérieur d'un an et demi. Fait que c'est quand même comme intéressant. De toute façon, on voulait juste que les gars, les filles, occupation, aient le choix, pareil comme les autres, qu'ils ne soient pas discriminés. Travaillent fort, puis je pense qu'ils méritent, comme les autres, d'avoir accès à une deuxième carte de compétences. Ça, parce qu'en n'ayant jamais en n'ayant jamais la possibilité de tomber compagnon, il n'y avait jamais la possibilité de sortir une deuxième carte sans dire adieu. Voilà. Puis on parle des pénuries de main-d'œuvre, puis tout ça, c'était le gros point. On parle de pénuries. On veut garder notre monde. Il n'y a personne qui n'est pas capable de faire des heures de chômage. Mais tu as un autre pas de sortie, je vais aller travailler pour le beau-frère, la belle-sœur, peu importe, le mononcle, la matante, le père d'un de mes chums, on les peindre pour l'hiver, puis je retourne sur ma machinerie, ou peu importe, là, dans mon autre métier, de ma carte. On est mieux d'avoir un certain salaire à chaque semaine que d'avoir un certain salaire. Je ne veux pas nommer les programmes qu'on a du gouvernement, mais il y en a qui ne payent pas trop par mois là, quand tu n'as pas le droit au chômage. On voulait juste que les gens qui ont des cartes d'occupation peuvent avoir accès à les mettre. Tu sais, que ça soit égal pour tout le monde dans l'industrie. C'est la job du syndicat, c'est les conditions de travail des gens, puis ça en fait partie. OK, c'est une bonne nouvelle. Super. Fait que ça, on peut dire que c'est une victoire qu'on a eue avec les occupations. Y avait-tu un autre gain par rapport aux modifications qu'on a eues? Ben, je pense qu'il y a une autre chose qui vaut la peine d'être soulignée, en particulier avec le droit de grève. Bon, pour pouvoir avoir le droit de grève dans l'industrie de la construction, un petit peu plus largement aussi, il faut passer par une médiation. Avant les modifications, on avait 60 jours qui étaient alloués, mais
on avait le droit d'en ajouter 30, quelque part, après l'échéance de la convention collective. Ce que le projet de loi vient faire, c'est qu'on donne 90 jours fixes, puis ça peut terminer à la fin de la convention collective. Donc, c'est beaucoup plus simple de se coordonner, de savoir où on s'en va, quel type de moyen de pression qui doit être mis en place avec cette médiation-là qui est déjà balisée. Puis, il y a probablement d'autres avantages aussi. Tu sais, je pense, tu me parlais des jugements qui ont eu lieu face aux lois spéciales. On en discutait un petit peu avant le podcast. Je pense que c'est un élément qui peut rentrer en continuité de ça aussi. Là. Exactement. Le jugement de la loi 142 qui vient maintenant, écoute, à l'encontre de ce qu'on vivait avant, la loi qui nous forçait à retourner au travail, nous, les travailleurs et les travailleuses de l'industrie de la construction. Ouais. Maintenant, ce jugement-là fait qu'on pense que ça va mettre une pression sur les employeurs en voulant dire on va négocier parce que le 1er mai, comme à partir du 1er mai, ça va être une possibilité d'appliquer notre droit de grève. Ça peut s'étirer après si les travailleurs et les travailleuses décident qu'on continue à discuter. Mais ça va être une possibilité. Anciennement, ça va durer 2-3 jours puis ça va être fini. Une semaine au pire. Mais là, maintenant, les employeurs ne peuvent plus dire ça. Là. Okay. C'est inconstitutionnel de nous forcer à retourner au travail. Donc, si on veut rester en grève pendant 2 mois, on pourrait. Exactement. OK. Fait que ça, c'est une autre modification qu'il y a eu avec la modernisation. Oui. OK. C'est intéressant. Ouais. Fait que si je fais un petit wrap-up un peu, on a eu les occupations qui ont changé, le droit de grève. Il y a la mobilité dans les régions. Ensuite de ça, on a la rétroactivité. La rétro qu'on pouvait changer. Il y a d'autres faits plus marquants un peu qu'on pourrait informer. Sort du lot, quelque chose d'intéressant pour nos travailleurs? Bien, c'est intéressant, mais pas nécessairement positif. Présentons-le comme ça. Puis je pense que ça représente, grosso modo, l'ensemble quelles étaient les motivations aussi derrière ce qu'on va appeler la modernisation de la loi R20. Il y a eu... On sait que le gouvernement, qui est le principal donneur d'ouvrage, a ouvert beaucoup de chantiers. Donc, on va avoir besoin de beaucoup de travailleurs et de travailleuses. Et il y avait beaucoup de critiques sur la productivité des travailleurs et des travailleuses. On les a ciblés beaucoup, comme en étant les personnes... Le principal problème dans l'industrie de la construction. Ça ne tient pas la route. Je veux dire, l'indice qu'ils ont utilisé, là, je ne vais pas rentrer dans les détails plus académiques ou statistiques, mais ils ont essayé, avec des indices, de faire passer ça sur le dos des travailleurs et des travailleuses. Que tous les retards causés. Tous les retards causés. Hey, on est en retard avec l'Ontario. L'Ontario font beaucoup mieux. Mais, tu sais, si on voulait faire comme l'Ontario, soit dit en passant, là, on parle des éléments qu'on a travaillés dans le mémoire, bien, en Ontario, ça coûte plus cher au pied carré. Fait que c'est sûr que si tu calcules combien ça coûte, puis tu le divises par le nombre d'heures qui est fait, bien, c'est sûr que si tu vends plus cher au pied carré, bien, ça va donner l'impression que tes travailleurs sont plus productifs. Parce qu'il n'y a absolument aucun rapport quand on regarde sur le terrain. Les travailleurs et les travailleuses sont hyper productifs. Ouais. Mais après ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations à faire. Et dans les améliorations, on peut réfléchir à l'organisation du travail, comment on gère les chantiers, la prévisibilité. Puis la façon que le gouvernement a décidé de mettre la prévisibilité, ou en fait de patcher, si on veut, la non-prévisibilité qu'il y a sur certains chantiers, ça a été d'amener le concept de polyvalence. Le concept de polyvalence, c'est assez difficile de faire plus flou pour l'instant. On ne sait pas exactement comment ça va réussir à descendre sur le terrain. Je ne sais pas si tu veux un peu expliciter peut-être les 2 éléments principaux du concept de polyvalence. Polyvalence. On vient toucher au métier. Nous autres, on n'y croit pas. Là. La polyvalence égale pas compétence. Puis quand le proverbe dit chacun son métier, mais c'est pas pour ça qu'on est régi et on est encadré par des lois. Là, je vois pas pourquoi que ça n'existe plus là, comme ça, parce qu'on décide de moderniser la loi. Moderniser la loi. Oui. C'est encore plus important. Là, les travaux n'arrêtent pas d'augmenter, les matériaux, tout ça. Fait que chacun son métier. Le proverbe s'applique de plus en plus. Il faut que ça reste comme ça. De dire que ça prend 7 corps de métier pour poser une porte. Quand on parle de productivité et de planification, je ne sais pas où sont ceux qui font ça, là, mais pour dire des choses comme ça, ils ne sont pas présents sur le chantier. Là. Non, en tout cas, ils sont là physiquement, mais pas... Non. Cas, psychologiquement, là, il y a un bout qui manque, là. D'en prendre 7, là. C'est sûr qu'eux autres, là,
La personne va poser le cadre d'apport, va poser la céramique. C'est-tu là qu'on est rendu? C'est-tu ça qu'on veut vraiment dans l'industrie? Ouais. Ça va être quel genre de qualité D'enlever la spécialité de nos travailleurs. Oui, puis tu sais, si une personne est opérateur d'équipement lourd, une personne est calorifugeuse, c'est parce que c'est ça qu'elle veut faire, là. Ouais. Ça veut pas... Tu sais, pour nous autres, là, c'est pas des conditions à offrir aux travailleurs de l'industrie de commencer à... S'ils veulent, on vient de faire ouvrir encore une porte, il y a des cartes de compétences qu'on peut aller chercher, d'autres cartes de compétences. Fait que si la calorifugeuse ou l'opérateur d'équipement lourd, il y a une possibilité, mais c'est pas au patron. Puis tout s'en va, on parle des bâtiments, des règles, des normes qui changent, des équipements, des matériaux, comment les appliquer. Si tout le monde, tout à chacun commence à faire ça, non. Chacun son métier, je vais le répéter, je le sais, mais c'est ça qui est important. Puis c'est ça qui fait les qualités de nos travaux. Puis de dire que les gens font n'importe quoi, pourquoi qu'on est compétent, partout ailleurs qu'au Québec, je parle. Ouais. Rien qui sait qu'on dit ça, qu'on entend parler de ça. Même toi, à travers les pays, on parle juste du Canada. Si tu dis que tu viens du Québec, tu es dans la construction, ils t'engagent tout de suite parce qu'ils reconnaissent tes compétences. Si chacun de nous commence à faire n'importe quoi, ben un matin, je passe en quelque part, je dis, toi, ça te tente de travailler un matin, puis je vais faire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Fait que ça va être quoi la qualité des bâtiments, puis tout ça. Ah, Fait que la polyvalence... On va peut-être gagner du temps, mais pas sûr que ça va se tenir aussi longtemps. Ça va être de la bonne façon. Sauve du temps, mais c'est fait tout croche à reprendre, puis tu sauves pas de temps. C'est ça. Puis avec la manière que la loi est faite, on ne sait pas encore comment ça va se matérialiser. Là. Ça demeure quand même assez flou, l'article qui a été ajouté. Puis il va falloir éventuellement voir comment la CCQ, comment les inspecteurs vont venir gérer tout ça. Je pense que c'est des questions qu'on va juste voir sur le terrain là, pour l'instant. Il y a quelque chose dans le projet, pas dans le projet de loi, parce que là, maintenant, s'il est sanctionné, c'est le nouvel article. On ne sait pas comment ça va descendre. Puis il y a des craintes peut-être à avoir sur comment ça va descendre puis comment que ça va se matérialiser sur le terrain. Okay. Comment ça va s'appliquer? J'espère que ça n'ira pas dans le sens qu'ils ont dit que ça prend 7 métiers pour poser une porte. Parce que ça veut-tu dire qu'ils vont prendre une personne pour faire les 7 travaux? Ouais. C'est inquiétant, là, dit de même. C'est à se questionner. Fait que non, on n'est pas pour la polyvalence, pas de cette façon-là. C'est bon. Merci. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup de modifications quand même. C'est super intéressant. Je pense que c'est bon à savoir. La seule chose qu'on est déçu, je m'excuse. Oui, vas-y, absolument. On est déçu, c'est la rétention. Il n'y a rien dans le projet de loi 51 sur la rétention. On parle de pénurie de main-d'œuvre. On n'entend pas parler de rétention. Ce mot-là n'existe pas. Ça n'a pas été mentionné. Pénurie. C'est bien beau engager du monde, embaucher du monde, amener les gens à les suivre des formations, les amener dans l'industrie. Mais si on ne fait rien, il faut faire le quoi, là, que les gens restent, là. Mettre des programmes en place, des formations, peu importe de quelle façon. Mais la rétention, c'est un autre gros point qu'on a demandé. On a cogné sur le clou plusieurs fois. Puis, ça n'a pas été abordé. Ça n'a pas été retenu, mais on va avoir la chance d'en parler de la rétention. C'est bon. C'est super, mais merci. Merci, les gars. Oui, merci. Merci à vous. Merci, Cindy. Merci, Max.